aujourd'hui, nous recevons Natacha pour son livre « Devenez le parent que vous souhaitez ». Donc, Natacha est psychologue spécialisée en périnatalité, mais pas que. Et donc, ce livre est sorti chez Hatier Parents. Donc, ce livre, tu l'as voulu comme une aide concrète pour se libérer des injonctions et vivre une parentalité sereinement. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que parent, on a beaucoup de recommandations, de conseils contradictoires. On est un peu paumé quand même. Oui. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que forcément, moi, je consulte tous les jours avec des parents. Alors, je suis en périnat, mais je suis aussi de la guidance parentale, donc en fait, j'accompagne des parents parfois même jusqu'avec des ados, même dans les relations entre adultes aussi. mais souvent, en effet, là aujourd'hui, on est dans une parentalité où il y a beaucoup de recommandations, beaucoup de conseils, etc. Et parfois, on ne sait pas très bien ce qu'on doit choisir, ce qu'on doit faire. C'est ça. Et parfois, ça peut être contradictoire avec ce qu'on a toujours su, ce qu'on a toujours entendu, et donc ça peut être compliqué. Avec nos valeurs aussi, c'est vrai qu'on dit souvent avant j'avais des principes, aujourd'hui je suis parent. Tout à fait. On doit s'asseoir sur ces principes. Comment on fait pour garder un peu le fil entre ce qu'on s'était imaginé et la réalité? Moi, je trouve que le plus important, c'est déjà de ne pas renier sur ses valeurs. On a des valeurs de base, etc. Souvent, la parentalité, elle vient nous aider à évoluer par rapport à nos valeurs, ou elle vient aussi nous mettre en évidence ce qui est vraiment saillant et important pour nous. Et donc, l'idée, c'est de se dire, tiens, il y a des choses où on pensait avoir, en effet, des idées préconçues, et puis on se rend compte que la réalité, elle vient un peu en antagoniste de ça. Le coup typique, ah non, mon enfant, il dormira jamais avec moi. Bon, en fait, tous les parents savent que c'est un peu plus complexe que d'avoir ces principes-là. Après, on peut avoir des valeurs beaucoup plus larges au sens du sens qu'on met dans la vie, dans le sens qu'on met dans les choses. Et là, en effet, on peut articuler ça. Par exemple, la question des croyances, la question de comment est-ce qu'on est dans le rapport au monde, etc. Ça, il n'est pas question de transiger sur ces valeurs pour être parent. Tu nous disais dans le livre, les générations précédentes semblaient ne retenir que le positif de la parentalité. Donc c'est vrai que notre génération, quand on a débarqué dans la parentalité, au final, on les prenait pour modèle. Et il se trouve que la confrontation avec l'expérience est réellement pas similaire à ce qu'on nous avait dit. Qu'est-ce qui a changé pour nous par rapport à la génération précédente ? Je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est le fait qu'il n'y avait pas de tolérance dans le fait qu'on pouvait dire qu'être parent, c'était difficile dans les quelques générations qu'on connaît. Parce que je pense que si on remonte encore, il y a plein de femmes au début du siècle qui pouvaient dire « Ah bah ouais, j'ai eu 10 enfants, la contraception, ça n'existe pas. » Enfin, c'était même pas un mot qui était connu. J'ai eu 10 enfants, c'est trop difficile, j'en veux pas. On trouve d'ailleurs des documentaires INA où il y a des femmes qui sont interviewées en fait, et qui vivent super mal cette situation-là. Donc en fait, dans certaines couches de la population, c'était audible de pouvoir le dire, mais c'était pas dispersé dans la population. Et souvent, il y avait quand même ce côté du... C'est peut-être pas des très bonnes mères. C'est ça. Et ça reste en fait toujours. Et je pense qu'avec le modèle des années 50, des femmes au foyer, hyper dévouées à leur rôle dans la famille, dire après, mon rôle, c'est la famille, et en même temps, je le vis pas très bien, c'était tout de suite, il y avait un peu... On jetait un peu l'opprobre sur les mères comme ça, qui pouvaient affirmer que c'était compliqué. Et je pense que, du coup, nos mères, encore, étaient un peu dans ce modèle-là, même si elles se sont un peu émancipées, même si elles travaillaient, etc. C'était un peu compliqué de dire, en fait, il y a des choses qui sont vraiment difficiles, où ma santé mentale, elle en a vraiment pâti, parce qu'en fait, gérer une famille, c'est vraiment intense, en plus d'un travail. Mais comme ça se disait pas, en fait, ce qui ne se dit pas n'existe pas. Et donc, nous, en fait, on n'a pas eu ce discours de... On voyait bien que parfois nos mères, elles n'allaient pas bien. Mais c'était un truc du « Non, ça va aller, non, tout va bien ». Et en fait, la santé mentale, c'était d'ailleurs beaucoup plus compliqué d'en parler à ce moment-là qu'aujourd'hui. On met plus le focus dessus, on le considère comme une partie intégrante de la santé. Et donc, on va se pencher sur le sujet. Et donc, on va voir vraiment l'impact de la parentalité sur la santé mentale. Et c'est pour ça que je voulais faire ce livre. Parce que je voulais qu'on puisse avoir vraiment des infos sur, OK, être parent, il y a des côtés très cool, mais il y a aussi des côtés qui sont très difficiles. Qui sont très difficiles. Et c'est vrai que beaucoup de mères se trouvent un peu lâchées dans la nature. Les papas aussi, mais c'est vrai que encore aujourd'hui, le congé maternité, on le vit quand même essentiellement seul. C'est encore assez rare d'être à deux vraiment pour ce congé-là. Et voilà, on est hyper vulnérable et on remet très vite en question tout ce qu'on pensait pouvoir mettre en place, etc. Et on se retrouve aussi un peu à la merci de toutes ces recommandations qui affluent. Et tu en parles aussi dans le livre. La différence entre recommandation et injonction est hyper fine, en fait. Oui. Ça va très vite d'un conseil à quelque chose que si tu n'appliques pas, tu es un mauvais parent. C'est ça. En fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses encore où on se sent très vite être un mauvais parent. Parce qu'on a beaucoup de recommandations, beaucoup de conseils, beaucoup de « il faudrait que, il y a qu'à, faut qu'on ».
voilà. Mais en fait, on ne nous donne pas les moyens d'y accéder. En effet, la solitude n'aide pas du tout, hein, parce que, encore une fois, et je le dis souvent, mais un couple, en fait, ne suffit pas. Même quand il y a un couple ne suffit pas, parce qu'en fait, c'est beaucoup de charges. Même un enfant pour un couple à gérer H24, c'est très difficile, parce qu'il y a tout le reste à gérer aussi, en fait. Et la limite entre recommandation et injonction, c'est vraiment dans quelle mesure on peut se dire, OK, il y a telle recommandation, bon, bah, moi, je l'adapte à mon quotidien, je l'adapte avec ce qui est possible de faire. Typiquement, je pense que toutes les mères qui ont allaité peuvent dire, oui, on nous a recommandé de faire dormir le bébé sur le dos. Bah, en fait, le bébé, il s'endort dans le lit sur le côté au sein, en fait. Et puis, ce qui est dramatique, c'est qu'on se retrouve à devoir mentir au médecin parce qu'on va nous culpabiliser si on ne fait pas ce qui est recommandé. Alors qu'en fait, au lieu de nous dire, nous donner un peu des guides de bonnes pratiques sur OK, comment faire, quels sont les risques, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. Tiens, si par exemple l'enfant il passe sa nuit au sein, c'est pas normal. Qui on va aller voir? Donc en fait, on se retrouve un peu dans un cercle vicieux de culpabilité aussi, de dire je fais ça, mais je le fais peut-être mal. Et donc c'est là aussi que peut creuser en fait au niveau santé mentale, au niveau baisser vraiment en état. Oui, c'est ça. C'est qu'à l'époque on disait il faut un village pour élever des enfants, et en fait. Finalement, aujourd'hui, le rythme qu'on a, le travail, etc., fait qu'on est beaucoup plus seul qu'avant, en fait, dans la parentalité. Tout à fait. Tu parles aussi du fait que parfois, il arrive qu'être parent ne procure pas de joie. C'est quand même un gros tabou. Tu dis, ce sont les mères qui payent le prix fort. On leur demande de travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants et de s'en occuper comme si elles ne travaillaient pas. En fait, c'est le problème, c'est les doubles injonctions qu'on va trouver au niveau des femmes. Autant un homme qui va dire « Oh oui, bon, moi, les parents, c'est pas très drôle. Je préférais quand ils seront plus grands. » C'est audible. Enfin, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que quelqu'un dirait « Oh ouais, c'est quand même pas cool. » Mais il n'y aura pas cette même puissance de perception que si c'était une femme qui va dire ça. Où on va dire « Mais enfin, une femme, ça devrait aimer. » materner, ça devrait aimer être mère, enfin un tout petit c'est tellement mignon, on devrait adorer ça, etc. Et d'ailleurs, on peut adorer ça, on peut adorer materner, tout en trouvant ça très difficile. Oui, en fait, et c'est pas ça incompatible. Oui, mais c'est ça qui est compliqué aussi à concevoir. En fait, l'ambivalence maternelle, l'ambivalence des émotions autour de la parentalité, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose où on trouve beaucoup de documentation depuis vraiment très très longtemps dans l'histoire de la psychologie. Mais c'est comme si c'était encore aujourd'hui inaudible en fait. Oui. Alors tout le monde le sait, tout le monde le vit, mais en fait c'est mal vu. Et donc il y a un peu ce côté jugement de l'autre. Et en fait généralement quand les gens sont beaucoup jugés par quelqu'un, en fait c'est une projection de soi dans ce que font ou pas bien les autres en fonction de ce que nous on s'impose. Oui, et puis aujourd'hui on est quand même. Alors c'est une chance, et sur certains trucs c'est un peu notre bourreau aussi. Avec le développement des réseaux sociaux, finalement, on a beaucoup de contenu, de vidéos, etc. Et la parole s'est libérée sur les réseaux sociaux. On arrive plus facilement à dire que c'est pas tout rose. Et en même temps, c'est aussi le premier bourreau avec toutes ces injonctions. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, il y a quand même un retour à la mère parfaite, avec beaucoup de contenu où, voilà, c'est... Comment bien faire à manger, comment bien les élever, etc. Et c'est vrai que rien que si on prend la question des écrans, où on dit et on répète et on martèle, et j'entends, pas d'écran avant 3 ans, etc., on en est venu aussi à un stade où on va culpabiliser une maman qui met un écran dans la salle d'attente des urgences. C'est devenu... On est passé d'une recommandation à l'injonction, et finalement multiplié par tous les sujets, l'alimentation, le sommeil, l'allaitement, la scolarisation. Ça commence à faire beaucoup. Oui, et moi ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'on prend ces recommandations de manière complètement isolée. C'est qu'en fait, quand on se rend compte, par exemple, pourquoi est-ce qu'on fait ces recommandations par rapport à l'écran ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'un excès d'écran pour les tout-petits, ça avait vraiment des méfaits sur leur développement. Quand on parle d'excès, on est sur les études à au-delà de 5 heures par jour. Oui. Pour remettre le contexte. Et généralement, qu'est-ce qu'on trouve derrière ces méfaits des écrans ? En fait, c'est que si les parents utilisent l'écran comme relais, c'est parce qu'en fait, il y a des troubles sociaux, quelque part, où les parents ne peuvent pas, en fait, offrir de la stimulation adéquate à leurs enfants. C'est pareil pour l'allaitement, c'est pareil pour plein de choses. En fait, il y a des injonctions qui existent, mais ça ne prend pas en compte tout le cadre social dans lequel les parents
individuellement, chacun, s'inscrivent en fait dans la société aujourd'hui, dans les contraintes qu'ils ont. Et c'est ça le gros problème à mon sens. Parce qu'en fait, il y a bien de recommandations, mais moi, cette recommandation pour les écrans, par exemple, je peux te dire, moi, toutes les psys autour de moi qui travaillent avec des enfants neuroatypiques vont te dire, ou avec des familles nombreuses, vont te dire, c'est quasiment impossible de respecter ça. Ça ne veut pas dire qu'on les laisse un cœur devant. Ça veut juste dire qu'on peut l'utiliser comme outil. Oui. Tout est une question de juste mesure. Et d'usage, en fait, et de la façon dont on va le vivre aussi. C'est comme, moi, j'ai beaucoup communiqué sur le fait que l'allaitement, c'est très cool, et qu'on pourrait vraiment, que si on pouvait être soutenu plus par rapport à l'allaitement, ce serait génial, que ce ne soit pas stigmatisé dès que ça dépasse 6 mois, parce que je trouve ça important que ce ne soit pas stigmatisé, comme tous les choix de parentalité. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne supporte pas d'allaiter devrait être forcé à allaiter aujourd'hui. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout ce truc où je me dis, ça n'a pas de sens, en fait, de déconnecter. On érige, en fait, même parfois, les mères entre elles, les unes contre les autres, finalement, à choisir son camp. On a l'impression qu'il faut choisir son camp sur chaque sujet de la parentalité. Oui, c'est ça. Et ça empêche, du coup, de créer des liens qui, pourtant, ce sont exactement ces liens-là qui nous manquent au quotidien aussi, d'avoir des communications avec d'autres personnes qui vivent les choses autrement, qui peuvent nous expliquer leur point de vue, etc., sans que ça en fasse des ennemis. Et d'ailleurs, tu abordes l'ego dans la parentalité. Et tu dis accepter que la parentalité est ingrate et que par ailleurs, on recevra jamais autant qu'on a investi. Tu rappelles que l'enfant ne nous doit rien. Et ça, on a parfois un peu tendance à l'oublier c'est vrai que dans une société où on cherche toujours un peu le retour sur investissement, la parentalité, elle peut parfois aussi être dure pour ça. C'est que finalement, on attend beaucoup trop peut-être aussi de nos enfants. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes posées sur les enfants globalement, en termes même de comportement, de fonctionnement, de développement. On a l'impression aussi que si on fait les bons choix parentaux, alors les enfants vont bien se développer. C'est un enfant, c'est un individu avec ses particularités, avec ses difficultés. C'est pas parce qu'on a tout bien fait, qu'on avait une maison Montessori, que ça va être un enfant hyper à l'aise et hyper autonome. Peut-être que ça va favoriser les choses, mais en fait, il n'y a aucune garantie d'avoir un retour sur investissement. Au niveau émotionnel, non plus. On va avoir différents tempéraments d'enfants. Et donc, en fait, la parentalité, même si on essaie de la dealer plus ou moins de la même manière, on va avoir des relations qui vont être très différentes en fonction du tempérament même des enfants, de ce qu'ils renvoient chez nous, etc. Quand je disais qu'il y avait un égo, désolée, je m'éclaircis la voix. Pas de souci. Donc, quand je disais qu'il y avait un égo qui était à questionner pour la parentalité, c'est parce que, typiquement, on a tous vécu ça en tant que parents, on fait à manger, les enfants disent « Non, j'aime pas !» En fait, c'est surtout cette question de c'est le plat qu'ils aiment pas. C'est pas l'effort qu'on a mis dedans. Oui, c'est ça. Fait. Et à part qu'à leur âge, ils ne savent pas dire merci pour tous les efforts que tu as faits, mais vraiment, je n'aime pas. Mais pourtant, c'est la même chose. Et c'est ça qui peut être compliqué parfois aussi. Et en effet, on est sur une relation qui est asymétrique. D'ailleurs, on l'expérimente beaucoup en termes d'éducation. Justement, dès qu'on parle d'éducation, il y a un rôle de parent et un rôle d'enfant avec des responsabilités différentes. Eh bien, la question émotionnelle, elle est vraiment là-dedans. On est sur un escalier, en fait. C'est que nous, techniquement, et c'est pour ça que ça peut être difficile aussi pour nous, c'est qu'on va donner ce qu'on est censé avoir reçu. Et parfois, c'est pour ça qu'on dit qu'on peut parfois casser le cycle de la violence, etc. On va faire en sorte peut-être de donner un peu différemment. Mais l'attention que nous, on a donnée à nos enfants, la façon dont ils vont l'exprimer, c'est eux-mêmes dans leur rôle de caregiving auprès d'autres personnes, pas forcément auprès de nous. Alors, probablement que quand on a une chouette relation avec ses enfants, probablement que ça peut, avec des petits, et puis avec des moyens, puis avec des grands, la relation, du coup, elle va durer plus longtemps, elle va être de meilleure qualité. Aussi, quand on vieillit, aussi, nous, il y a fort probablement. Mais, globalement, ça va ruisseler, en fait. Et donc, c'est pas une rivière qui remonte, quoi. Ça ruisselle, en fait, et c'est la façon dont ils acquièrent leur autonomie, ils peuvent se développer harmonieusement dans la relation avec les autres, etc. C'est là, en fait, qu'on donne une base de sécurité pour que ça se disperse sur l'extérieur. J'aime bien ce concept de ruissellement. Ouais. Le couple est très, très fragile lors de l'arrivée d'un enfant. Les nuits hachées, la fatigue. Je pense que tous les parents ont connu ça. On appelle ça même le baby clash. Ouais. Tu dis qu'il est préférable d'attendre 3 ans avant de se séparer.
les conflits, en fait, c'est normaux et c'est pas à cette période-là qu'il faut décider. Oui, alors je mets évidemment un holà, c'est évidemment sauf en cas de violence. Bien sûr. Voilà, et les violences, elles peuvent exister, économiques, psychologiques, physiques. Évidemment, dans ces cas-là, c'est encore autre chose. Mais je dis, en cas de non-violence de ce type-là, et où juste les relations, elles sont tendues, ça peut être intéressant d'attendre au moins 3 ans, parce que le postpartum dure 3 ans, dans la tête, dans le corps. Donc, quand il y a des enchaînements d'enfants, en fait, on multiplie. Ça, parce que c'est compliqué de retrouver un rythme, de retrouver de l'énergie, parce qu'avec des tout petits, l'énergie, elle est quand même difficile parfois à trouver. Et donc, on a besoin de temps pour se retrouver, aussi en couple, parce que quand on est très fatigué et qu'on n'a pas le temps pour soi, on n'a pas le temps à consacrer à l'autre, en fait. Et il y a des personnes qui, de par leur histoire de vie, vont avoir beaucoup plus de mal à investir de l'énergie dans le couple parce qu'ils veulent focaliser absolument tout sur l'enfant et après peut-être répondre un tout petit peu à leurs besoins. Et parfois, même, c'est là que ça peut même devenir compliqué. Donc, quand on ne répond pas à ses besoins, on ne peut pas répondre aux besoins du couple, en fait, parce qu'on n'a pas les ressources pour ça. Donc, il vaut mieux patienter, prendre un peu son mal en patience, se dire que tout passe et qu'on va réussir à se retrouver. Ouais. Et puis dire les choses aussi, dire ce qu'on ressent, dire ce qui nous traverse et justement se dire ok, comment est-ce que je vis moi par exemple que mon partenaire ne soit pas du tout disponible. Et ça va être aussi ça de travailler aussi la question de l'ego par rapport à ça. Et oui. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous confier le conseil que tu donnes le plus aux parents qui sont terrorisés de mal faire et qui savent plus si ce qu'ils font est bien ou pas? C'est une question qui est difficile parce que ça dépend vraiment beaucoup des situations des personnes. Ça va dépendre en fonction de ce qui les traverse le plus en termes de peur. Mais la peur de mal faire, c'est de se dire que, en fait, en tant que parent, on a toujours la possibilité de réparer les relations. Ça veut dire que même si vraiment on se trouve nul à un moment dans nos réactions, l'avantage des relations humaines, c'est qu'elles se réparent. Ça veut dire qu'on peut y mettre du sens. Ça veut dire qu'on peut toujours expliquer ce qui s'est passé et qu'on peut aller tricoter la relation pour que, oui, c'est vrai que j'ai merdé dans telle réaction à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que, 1, c'était tout le temps comme ça, et surtout 2, que ça va forcément avoir un impact figé dans le marbre. Oui. On est dans des relations humaines, ça veut dire qu'on peut vraiment... on a tous eu des mots avec des gens, et puis après, on remet les choses au clair, et puis en fait, on oublie, quoi. Parce que si les choses sont bien réparées, si la situation qui est difficile est bien intégrée dans le récit de vie, etc., il n'y a pas de problème à long terme. Très bien. Ça veut dire que tout est... c'est de la pâte à modeler, la parentalité, en fait. Tout est modelable et on peut réussir à se libérer des injonctions, à discuter, dialoguer et à faire mieux. Oui, et puis il y a aussi ce truc où on a tendance à croire que la parentalité, c'est super naturel. Que c'est facile, presque, que c'est facile, parce que comme tout le monde peut avoir des enfants, on peut se dire, techniquement, enfin tout le monde, sauf certaines difficultés, mais genre, ça a l'air d'être assez simple. Oui. Globalement, tout le monde peut en avoir, il n'y a pas de permis, il n'y a pas de trucs comme ça. Et donc, on n'a qu'à se dire, en fait, c'est censé pas s'apprendre. On aura un enfant, on saura être parent. Mais en fait, c'est vraiment difficile, en fait, parfois. Il y a des sujets sur lesquels c'est difficile de s'en sortir comme ça, et j'ai tendance à dire, n'oubliez pas qu'en fait, on peut être aidé. Même moi, en tant que parent, alors que je suis psychologue de base, j'ai consulté pour ma fille quand elle a commencé à avoir des crises d'angoisse à 3 ans. Oui. Même si je suis psy à la base, je me suis dit, attends, je vais aller prendre le point de vue d'une autre collègue qui va sûrement me donner un éclairage autre qui a été super, et je suis ravie de l'avoir fait. Donc, en fait, ou par rapport à mon rapport à moi-même dans les schémas familiaux, ok, là, en fait, je me rends compte qu'il y a des trucs qui m'activent très fort, je vais aller consulter pour me faire aider pour que ça reste pas figé et que la relation, du coup, avec mon enfant, n'en pâtissent pas. Il ne faut pas rester isolé. Je pense pas. Merci beaucoup Natacha de nous avoir rejoints aujourd'hui pour parler donc de ce livre Devenez le parent que vous souhaitez chez Hatier Parents qui vient de sortir. Donc je rappelle que tu es psychologue spécialisée en périnatalité et en guidance parentale. Donc on a été ravis de te recevoir et peut-être à une prochaine fois. Avec plaisir. Qui sait.